19h45 à la télévision Labaru, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 3 avril 2020. Les acteurs de la société civile Moussa Tchangari, Michael Zodi Halidou Moukela, Moudi Moussa et Habibou Soumela, ainsi que le président du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes Al-Hajj Sani Shekaro vont passer leur 16e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Tillabéri et de Niamey. Ils ont été interpellés à la suite d'une manifestation pacifique contre la gouvernance du régime en place prévue pour le 15 mars 2020. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent pour exiger leur libération. Le syndicat des gares modernes du Niger a récemment écrit une correspondance au ministère des Transports. Elle est relative à la reprise des activités avec des nouvelles mesures. Une situation qui a suscité l'analyse de Ibrahim Hamidou, journaliste au journal Nouvelle Tribune du Peuple. Suivant un extrait avant de retrouver l'intégralité en partie magazine. À travers leurs lettres, j'ai vu une réaction violente contre l'arrêté du ministre des Transports. C'est comme si, non, on s'est entendu sur quelque chose, et puis bon, vous venez, vous dérogez, vous ne respectez pas ce sur quoi on s'était entendu, et vous nous sortez une décision qui ne sert à rien. En fait, si je dois interpréter la lettre au ministre des Transports, la lettre adressée au ministre des Transports par l'organisation des patrons, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est assez violent. Comme si c'est une décision qui ne relève que du ministre du Transport. Non, c'est une décision du gouvernement. Donc, j'ai compris aussi à travers cette lettre-là que le seul point, en fait, qui les dérangeait, c'était que Niamey, que l'isolement sanitaire de Niamey était maintenu, et comme l'isolement sanitaire de Niamey est maintenu, donc le transport est bloqué à Niamey, en ce qui concerne la ville de Niamey, enfin la communauté urbaine de Niamey. Et ça, c'est ça qui n'a pas plu, je crois, aux compagnies de transport. Mais ça dénote aussi un autre aspect de la question. Parce que si le gouvernement, par je ne sais pas par quelle autre manière ou par quelle légèreté leur accordait la reprise du transport, c'est-à-dire que ces organisations, ces compagnies-là, même par patriotisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patriotisme chez elles pour dire, même si le gouvernement nous accorde la reprise du transport, étant donné le risque que le coronavirus fait planer sur notre pays, on demandera au gouvernement plutôt de voir dans le cadre des mesures d'accompagnement liées au coronavirus, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour nous en compensation, et que nous ne pouvons pas reprendre nos activités dans de telles conditions. Parce que quelques jours avant ces arrêtés-là, le ministre des Finances et le ministre délégué au budget sont sortis pour dire, bon, ils vont faire des mesures d'accompagnement, et qu'ils reconnaissent eux-mêmes que le secteur le plus touché partout dans le monde, c'est le tourisme. Et dans le tourisme, il y a quoi? Il y a le transport et l'hôtellerie. Donc, ces patrons-là, c'est comme si ils montrent aux Nigériens que, en fait, il n'y a aucun patriotisme qui pouvait les guider, même à sursoir à leur activité, et que la réponse du ministre, enfin l'arrêté du ministre du ministre des Transports, si cet arrêté incluait la reprise intégrale du transport,
eux-mêmes, avec la limitation du nombre de passagers par bus, ils allaient reprendre. Et j'ai trouvé que c'est un peu fort. C'est un peu fort. Et je me suis dit, bon, est-ce que, en dehors du transport visible, est-ce qu'il n'y a pas un autre transport, le transport visible, donc le transport des passagers, est-ce qu'il n'y a pas un autre transport en fait qui pouvait pousser ces compagnies-là à vouloir coûte que coûte reprendre leurs activités? Rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de cette réaction. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le ministre de l'Intérieur a signé un arrêté interdisant tout rassemblement de quelque nature que ce soit, une mesure qui, selon l'acteur de la société civile Noufou Arzika, est non opérationnelle car elle ne sera pas respectée au vu de la proximité dans laquelle vivent les Nigériens. On l'écoute. Nous avons été surpris de constater une telle rédaction de l'arrêté qui est manifestement en contradiction avec peut-être ce qu'il pense. Parce que dans tous les cas, tel que rédigé, tel que formulé, c'est proprement impossible, inacceptable. Dans un pays où vous n'avez pas décidé formellement de dire que vous fermez les commerces, qu'il s'agisse des marchés ou les grandes surfaces, où les gens peuvent se retrouver rassemblés en train de faire leur activité commerciale entre les marchands et les acheteurs. Et vous avez aussi autorisé que le transport en commun se fasse dans le reste du pays en dehors de la ville de Niamey, et où vous avez prévu vous-même dans votre arrêté, toujours du même gouvernement à travers d'autres ministres, où on peut avoir des bus qui peuvent prendre jusqu'à 35 personnes. Donc, et les endroits où les gens vont prendre ces bus, forcément il y aura rassemblement d'une certaine nature. Ensuite, d'autres événements sociaux sont là pour constater aussi d'autres types de rassemblements d'une autre nature. Sans compter que, aussi curieux que cela puisse paraître, les mesures qu'on a prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'état d'urgence édicté par le président de la République, à travers particulièrement la mesure de couvre-feu, qui est une sorte de semi-confinement de 19h à 6h du matin. Mais beaucoup de nos compatriotes ici au Niger, à la différence d'autres pays, en France ou dans d'autres pays où les gens, les familles, c'est 1-2 personnes, à la limite, parfois la personne est seule. Nous, ici, quand vous retournez les gens en famille, c'est là-bas où vous allez créer les conditions de rassemblement d'une autre nature, avec la promiscuité même. Parce qu'il y a des familles, c'est des séries de célibataires, où si tout le monde est revenu dans la maison, c'est une quinzaine de célibataires dans la même maison, dans la même concession, et c'est en même temps une grande concession avec plusieurs familles, plusieurs personnes, et vous pouvez banalement vous retrouver avec 30, 40, 50 personnes dans une même concession. Donc ça aussi c'est un rassemblement d'une autre nature. C'est ça notre réalité à nous, qui doit normalement amener nos autorités à faire attention lorsqu'elles doivent chercher à mimer les décisions qui sont prises ailleurs, dans d'autres pays qui ont d'autres réalités. Donc maintenant, lui, le ministre, il vient comme ça, là, il prend une mesure pour dire que tout rassemblement de quelque nature que ce soit est interdit sur l'ensemble du territoire national. Et sans aucun aménagement en termes de prise en compte de certaines spécificités. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'association
Des inventeurs du Niger ont conçu une bavette dénommée Corona Méné, qui veut dire c'est la fin du corona. Cette bavette permet de couvrir les orifices par lesquels les virus peuvent pénétrer, comme en atteste le président de l'association, Dr Idrissa Souley Hassan. Pour l'instant, la recherche est en train de trouver les médicaments convenables contre cette maladie dangereuse. On n'a trouvé que des solutions de prévention. Le monde entier a adopté la solution du confinement. Nous saluons cette initiative du confinement. Néanmoins, nous sommes rendus compte aussi que le confinement n'est qu'une solution provisoire et qui ne cadre pas tout à fait avec la vie naturelle de l'homme. Parce que l'homme est fait pour mouvoir, l'homme est fait pour aller à la recherche de ses moyens de subsistance. Donc nous allons nous confiner tant mieux. Mais jusqu'à quand? Puisque pour l'instant, on n'a pas encore la solution. C'est pourquoi je me suis dit que les autorités politiques doivent faire appel à la recherche pour trouver une alternative au confinement qui permettra à ce que tous les hommes puissent vaquer librement à leur occupation sans risque de se faire infecter ou sans risque d'infecter les autres. Et nous savons que les solutions qui sont actuellement en vogue, c'est la bavette que vous portez. Or, cette bavette a 1000 inconvénients. Les inconvénients de cette bavette, c'est que c'est fait en matériaux spéciaux qui font qu'on l'utilise une seule fois. Deuxièmement, la conception. La conception, elle est retenue par des supports qui passent derrière les oreilles. Quand son utilisation est prolongée, il y a le risque que ça crée des lésions derrière les oreilles et au niveau de la joue. Vous allez le constater dans un mois, si les gens continuent à utiliser cette bavette, il y aura ces traits qui vont nous faire tous ressembler à des moris, c'est une bonne chose. Mais la difficulté, c'est que les peuls qui seront parmi nous n'ont pas la capacité d'être des moris parce qu'ils ne peuvent pas porter un carquois. Donc c'est pourquoi nous avons l'inquiétude de voir tout le monde devenir maori. Maintenant, l'intérêt, c'est d'améliorer cette bavette. De faire que ça couvre tous les orifices du visage qui sont les sources potentielles de pénétration du virus. La bavette ne protège pas les conduits auditifs. La bavette étouffe. En même temps, la bavette empêche de parler convenablement. Donc c'est pourquoi nous avons pensé qu'il faudra l'améliorer. L'innovation, c'est toujours partir, s'inspirer de ce qui existe pour faire mieux. Donc c'est pourquoi nous avons amené ce que nous avons appelé Corona Méné. C'est à partir d'ici que Corona va s'estomper. Avec le nouveau dispositif, tout le monde peut vaquer tranquillement ses occupations sans infecter les autres et sans risque de se faire infecter. Une de nos équipes a fait le tour de quelques hôtels pour constater le respect des mesures préventives du Covid-19 et aussi le manque à gagner dans ce domaine de l'hôtellerie, nous apprennent les gérants Asma Oussedou et Ali Doubrema pour le reportage. Administration, restaurants, bars, chambres à coucher, bref, tout ce qui compose les hôtels sont fermés. Les lieux sont totalement désertés et cela depuis les mesures préventives prises par les autorités pour prévenir le coronavirus ou Covid-19 au Niger. Après 2 semaines de la mise en œuvre de ces mesures, les conséquences se font déjà sentir dans le secteur de l'hôtellerie. Nos activités en ce moment-ci, elles sont complètement au ralenti. Sinon, disons, anéanti même avec cette pandémie de Covid-19, aussi bien la restauration, l'hébergement, tout est vraiment au ralenti. Il n'y a pratiquement rien, quoi. Nous avons suivi, comme tout le monde, le message à la nation du président de la République. Et dans ce message,
il a été question d'adopter un certain nombre de mesures qui, en réalité, nous ont amenés à adopter un comportement préventif. Nous nous sommes plutôt conformés à ces mesures-là. Comme vous le constatez derrière moi, nos salles sont fermées. Nous avons exigé le lavage des mains. Nous avons exigé aussi le 1 mètre entre les quelques rares clients qui vont se présenter. Malgré que ça soit un manque à gagner dans le domaine de l'hôtellerie, ce gérant lance cet appel à l'endroit de la population. Un appel de discipline, parce que nous suivons un peu les médias internationaux, les puissances qui sont tombées, comme je l'ai dit, ce sont des puissances. Le Niger, nous, on est un petit pays par rapport à ces pays-là. Donc ces pays, la population de ces pays-là souffre énormément. Donc il faudrait que chez nous aussi, que nous adoptions un comportement exemplaire de discipline. Ces hôteliers doivent prendre leur mal en patience tout en respectant les mesures prises par le gouvernement afin d'éviter le Covid-19. Gageons tout simplement cette situation ne perdure pas au Niger. Place à présent à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à l'analyse de Ibrahim Hamidou, journaliste à Nouvelle Tribune du Peuple, sur la reprise des activités au niveau des gares modernes sur la base de nouvelles mesures édictées dans un arrêté pris par le ministre des Transports. Très bonne réception à vous. Comme tout le monde, j'ai vu à travers les réseaux sociaux un arrêté du ministre délégué à l'intérieur, datant du 1er avril, qui interdisait tout rassemblement de quelque nature que ce soit sur l'ensemble du territoire national, et ce jusqu'à nouvel ordre. C'était le 1er avril. Et on se rappelle que le 27 mars dernier, dans son adresse à la nation, le président de la République avait indiqué que la stratégie que le Niger adopte dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, c'est la stratégie du confinement couplé au test, en fonction, disait-il, de ses moyens, enfin des moyens de l'État du Niger. Voilà la stratégie du gouvernement nigérien. Et donc, cet arrêté du ministre délégué à l'Intérieur, bon, pour moi, il cadrait avec la stratégie du gouvernement. Mais le même jour, je constate aussi un communiqué de presse qui lui-même, je crois, fait suite à un arrêté, en tout cas du même jour, du 1er avril donc, du ministre des Transports, qui fait des aménagements pour les compagnies de transport en ce qui concerne la reprise de leur activité, assortie d'un certain nombre de conditions. Les bus de 110 places sont ramenés à 35, ceux de 40 ou 50 places à 25, ainsi de suite, jusqu'à en tout cas 12 places. C'est curieux. Et les deux arrêtés font référence à la stratégie du gouvernement de lutte contre le coronavirus. Voilà donc un premier arrêté qui interdit les rassemblements et un autre qui autorise la reprise des activités de transport. C'est contradictoire parce que ce transport s'organise à travers des gares modernes, et qui dit gare dit nécessairement rassemblement.
et les passagers qu'on autorise les transporteurs de prendre, ils ne vont pas les chercher un à un, ils vont tous se donner rendez-vous à la gare. Donc on crée un rassemblement. Sans compter que tout le personnel de logistique qui va avec. Administratif aussi, logistique, administratif, voilà, tout celui qui connaît, qui a visité une fois les gares, sait qu'il y a du monde qui s'agite dans ces gares-là. En dehors du personnel directement impliqué dans la gestion de la gare, bon, vous avez tous les petits commerces qui gravitent autour. Donc, voilà deux arrêtés. Et l'arrêté qui demande la reprise des activités de transport, lui aussi, il fait référence à la politique du gouvernement de lutte contre le coronavirus. C'est un peu fort, tout ça. Et ça sent un cafouillage monstrueux, quand même, dans la gestion du coronavirus, cafouillage qui ne sied pas au gouvernement. Parce que le gouvernement insiste pour que les citoyens adoptent les mesures de distanciation, les mesures barrières pour arrêter la propagation du coronavirus. Mais voilà le gouvernement encore qui crée les conditions de regroupement qui éventuellement favoriseraient la propagation du coronavirus. Et donc je me suis posé la question en me disant, mais attendez, le bon sens est quand même la chose la plus partagée. Donc l'arrêté du ministère des Transports, ce n'est pas parce qu'il manque de bon sens, ou bien ce n'est pas parce qu'au ministère des Transports, les gens n'ont pas de bon sens. Non, c'est que forcément, il doit y avoir une autre logique qui a poussé à cet arrêté-là. Et pour moi, la logique que j'ai trouvée, c'est un lobbying possible de l'organisation patronale des transporteurs. C'est un lobbying possible pour la reprise de leur activité. Et je me suis dit que ce lobbying peut-être s'est heurté à un certain nombre de résistances au niveau du gouvernement, et ça a produit les résultats que ça a donné à travers l'arrêté du ministre des Transports. Et j'ai été davantage réconforté dans mon analyse quand j'ai vu la réaction de l'organisation patronale des compagnies là, de transport. En fait, à travers leurs lettres, j'ai vu une réaction violente contre l'arrêté du ministre des Transports. C'est comme si, non, on s'est entendu sur quelque chose, et puis bon, vous venez, vous dérogez, vous ne respectez pas ce sur quoi on s'était entendu, et vous nous sortez une décision qui ne sert à rien. En fait, si je dois interpréter la lettre au ministre des Transports, la lettre adressée au ministre des Transports par l'organisation des patrons, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est assez violent, comme si c'est une décision qui ne relève que du ministre du Transport. Non, c'est une décision du gouvernement. Donc, et j'ai compris aussi à travers cette lettre-là que le seul point, en fait, qui les dérangeait, c'était que l'isolement sanitaire de Niamey était maintenu. Et comme l'isolement sanitaire de Niamey est maintenu, donc le transport est bloqué à Niamey, en ce qui concerne la ville de Niamey, enfin la communauté urbaine de Niamey. Et ça, c'est ça qui n'a pas plu, je crois, aux compagnies de transport. Mais ça dénote aussi un autre aspect de la question. Parce que si le gouvernement, par je ne sais pas par quelle autre manière ou par quelle légèreté,
leur accordait la reprise du transport, c'est-à-dire que ces organisations, ces compagnies-là, même par patriotisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patriotisme chez elles pour dire, même si le gouvernement nous accorde la reprise du transport, étant donné le risque que le coronavirus fait planer sur notre pays, on demandera au gouvernement plutôt de voir dans le cadre des mesures d'accompagnement liées au coronavirus, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour nous en compensation et que nous ne pouvons pas reprendre nos activités dans de telles conditions. Parce que quelques jours avant ces arrêtés-là, le ministre des Finances et le ministre délégué au budget sont sortis pour dire, bon, ils vont faire des mesures d'accompagnement et qu'ils reconnaissent eux-mêmes que le secteur le plus touché partout dans le monde, c'est le tourisme. Et dans le tourisme, il y a quoi? Il y a le transport et l'hôtellerie. Donc, ces patrons-là, c'est comme si ils montrent aux Nigériens que, en fait, il n'y a aucun patriotisme qui pouvait les guider, même à sursoir à leur activité, et que la réponse du ministre, enfin l'arrêté du ministre du ministre des Transports, si cet arrêté incluait la reprise intégrale du transport, eux-mêmes avec la limitation du nombre de passagers par bus, ils allaient reprendre. Et j'ai trouvé que c'est un peu fort. C'est un peu fort. Et je me suis dit, bon, est-ce que en dehors du transport visible, est-ce qu'il n'y a pas un autre transport, le transport visible, donc le transport des passagers, est-ce qu'il n'y a pas un autre transport, en fait, qui pouvait pousser ces compagnies-là à vouloir coûte que coûte reprendre leurs activités? Et je me suis rappelé de ces découvertes que les forces de défense et de sécurité font de la drogue dans les bus de ces compagnies-là assez souvent. Et quand les forces de défense et de sécurité dénichent souvent la drogue, bon, on ne trouve pas de propriétaires parmi les passagers. Je veux dire, il n'y a pas plus qu'un cas, il y a plusieurs cas comme ça. Et l'autre cas, le plus flagrant, c'est cette affaire d'une dizaine de tonnes de drogue saisies à Niamey, dans une parcelle appartenant à une compagnie de transport. Et quand cette drogue a été saisie, mais les responsables de cette compagnie de transport n'ont nullement été inquiétés. Le terrain lui-même n'a pas été mis sous séquestre. Pourquoi? Parce que le monsieur a dit non, le terrain là, moi, le terrain m'appartient, mais je le loue aux gens. Qu'est-ce qu'ils font dans mon terrain que je leur loue? Je n'en sais rien. Et c'est resté comme ça. Et on a vu quelques jours après le ministre de l'Intérieur qui va brûler ces drogues pour dire bon voilà, ils ont tout brûlé. Mais entre-temps, il y a des gens qu'ils ont attrapés au moment de la saisie de la drogue. Ils sont actuellement en prison. Mais le jour du procès, j'aimerais bien qu'on leur montre, qu'on leur dise voilà pourquoi ils sont en prison. Parce que la drogue pour laquelle ils ont été arrêtés, cette drogue a été brûlée. Mais demain, le jour du procès, à leur place, vous accepterez qu'on vous a saisi, qu'on vous a attrapé parce qu'on vous a vu avec de la drogue? Elle est où? Et le gouvernement, enfin, le procureur va aller dire au juge, non, voilà le papier qui atteste que le ministre a détruit la drogue. Non, vous comprenez? Donc, c'est un peu cette situation qui m'a poussé à dire, mais bon, comme c'est comme ça, vraiment cette affaire de transport-là, il faut davantage regarder. Il faut davantage regarder parce que ces compagnies, elles ont proliféré souvent comme par une génération spontanée. Les capitaux qui ont servi à la création de ces compagnies, on ne sait pas d'où est-ce que viennent ces capitaux. J'ai dit, vraiment, chaque fois, en tout cas, tout ce qui est illicite marche avec le transport. Si quelque chose d'illicite prospère,
c'est parce que quelque part, il a la complicité du transport. Dans tous les pays du monde, dans le monde entier, c'est comme ça. Chaque fois que vous voyez la drogue envahir des pays, c'est que avec les narcotrafiquants, il y a des transporteurs. Et la drogue ne bouge pas d'elle toute seule. Je ne pense pas qu'ils vont renoncer. C'est-à-dire que c'est quand même un enjeu important pour ces compagnies de transport. Ce n'est pas le transport de passagers. Je ne pense pas que ce soit le transport de passagers, qui est le plus important pour elles, du moins. Mais elles ne vont pas lâcher. Ces compagnies ne vont pas lâcher. Elles vont continuer, de mon point de vue, à faire pression sur le gouvernement. Elles vont continuer à faire pression. Et maintenant, je ne pense pas que, eu égard aussi à la pression internationale que subit le gouvernement, s'il est prêt à lâcher. Parce que là, pour le gouvernement, lâcher, comment on dit, l'isolement sanitaire de la ville de Niamey, c'est très lourd de conséquences. Or, pour ces sociétés de transport, tant que l'isolement de Niamey est maintenu, elles ne vont pas bouger. Elles vont pas bouger. Donc je pense que vraiment, pour sauver le pays d'abord, parce que quel qu'en soit le trafic qu'on fait, il faut quand même qu'il y ait un pays, des hommes, des femmes, bon. Pour sauver le pays, dans la mesure où le gouvernement a prévu des mesures d'accompagnement, c'est mieux pour ces compagnies d'approcher le gouvernement pour voir avec lui, dans le cadre de ces mesures d'accompagnement, qu'est-ce qu'il peut faire pour elles. Elles ont quand même des charges, je veux dire, elles ont des charges en personnel, en amortissement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour elles? Même que, bon, les citoyens lambda aussi nous comprennent. Celui qui sort de sa maison pour aller chercher sa pitance tous les jours ne comprendra pas que, bon, à cause des mesures restrictives, qu'il ne puisse pas aller chercher sa pitance. Donc, je pense qu'il faut faire en sorte que tout le monde accepte qu'il y a un minimum de sacrifices à faire dans le cadre de cette lutte contre le coronavirus, mais il faut aussi que le gouvernement comprenne que, oui, les mesures d'accompagnement, elles ne doivent pas tarder. Elles ne doivent pas tarder en ce sens que ce n'est pas seulement les compagnies ou les sociétés ou les banques ou les entreprises qui ont besoin d'accompagnement, mais aujourd'hui, on est dans un environnement où, même au niveau individuel, il faut envisager ça. Maintenant, je ne sais pas comment ça peut s'organiser, mais en tout cas, il faut que les mesures d'accompagnement touchent le maximum possible de nos concitoyens pour que les gens puissent effectivement faire face à la propagation de ce coronavirus, pour bloquer la propagation de ce coronavirus. En Chine, quand les gens ont fait leur confinement, les gens n'avaient besoin de rien. C'est le gouvernement qui les a confinés, c'est le gouvernement qui subvenait à leurs besoins. Bon, j'ai dit, on n'a pas les moyens de la Chine, c'est évident, mais comme le président l'a dit, faisons ce qui est possible là, ce que nos moyens nous autorisent. Et faisons comprendre à nos concitoyens que c'est ça que nos moyens nous autorisent. Oui, mais il ne faut pas aussi, comme ils ont l'habitude de faire, penser que bon, ils sont plus intelligents que tout le monde et que bon, ils vont encore jouer des Nigériens, ça ne marchera pas.